Yop les pilotes et bienvenue dans le paddock pour ce nouvel épisode des anecdotes du paddock. Aujourd'hui on va se pencher sur le sujet de l'épisode test drive du début du mois qui s'affiche juste là, l'Opel Astra, mais avant tout on va parler du créateur de la marque, Adam Opel. Comme de nombreux hommes d'affaires de son époque, Adam Opel, avant de construire des voitures, a fabriqué d'autres choses. Des bicyclettes, comme beaucoup de constructeurs automobiles à cette époque, mais aussi des machines à coudre. Oui, il y a des machines à coudre Toyota et Opel. Apparemment c'était une mode à l'époque, on faisait des machines à coudre, des vélos, des tondeuses et des voitures. Bon, fin de l'épisode, allez salut. Je rigole, donc vous l'aurez compris, Opel, ça commence avec des machines à coudre. À partir de 1886, en plus des machines à coudre, Adam Opel commence à fabriquer des bicyclettes. Dans un premier temps, il s'agira de modèles anglais, produits sous la licence officielle pour le marché allemand. Puis très rapidement, Opel fabriquera ses propres modèles avec des cadres dits de sécurité, c'est-à-dire les cadres que nous avons toujours aujourd'hui. À l'époque, les vélos avaient pour la majorité une grande roue à l'avant, une petite roue à l'arrière et un cadre extrêmement surélevé. Et grâce à ces cadres de sécurité, eh bien, les roues sont de la même taille, un peu plus écartées avec un cadre plus bas qui est supposé éviter les chutes, ou en tout cas réduire les douleurs quand on se pète la gueule quand même. En 1895, le fondateur de la marque décède et c'est son épouse Sophie qui reprendra les rênes de l'entreprise, aidée par ses fils aînés, Karl et Wilhelm. Oui, Karl comme la voiture. Et oui, Adam comme la voiture. La fin du 19e siècle est également une période où la concurrence commence à se faire rude. Le nouveau créneau choisi par la famille Opel sera l'automobile. C'est en plein essor à cette époque. La société Opel Patent Motor Car System Lutzmann, les noms rallongent, s'installe donc à Rüsselsheim, où elle se situe toujours aujourd'hui, à partir de l'année 1899. En 1911, un incendie ravage totalement les ateliers de la société Opel. Beaucoup auraient abandonné, mais pas la famille Opel qui décide de profiter de l'incendie pour faire table rase et reconstruire plus grand, plus moderne et plus productif. Toujours plus fort! Petit changement de programme néanmoins pour les machines à coudre. Après environ 1 million d'exemplaires produits, ce produit est délaissé, ce n'est plus suffisamment rentable et par conséquent ils vont se concentrer à fond sur les véhicules motorisés. En 1914, Opel est numéro 1 de l'automobile en Allemagne avec 3335 véhicules produits chaque année. La gamme est composée de pas moins de 19 berlines et 4 sportives. On est en 1914, hein? On n'est pas dans la gamme Mercedes de 2022. Seule ombre au tableau, le 4 roues. La guerre commence en Europe et forcément, ça va un peu chambouler les plans d'Opel. En 1916, Opel passe donc de numéro 1 de l'automobile en Allemagne au numéro 1 du véhicule utilitaire. Et oui, ce sont ces types de véhicules qui sont les plus demandés à ce moment-là, tout en continuant le développement des véhicules familiaux, en pensant déjà à l'après-guerre. En 1924, Opel est l'un des premiers constructeurs européens à investir dans la production de masse en s'inspirant du système de Ford. Dans les 2 années qui suivront, les châssis en bois seront remplacés par des châssis en acier, alors que les panneaux de carrosserie seront formés à l'aide de presses hydrauliques et soudés rapidement au point, puis peints au pistolet. La voiture moderne telle qu'on la connaît aujourd'hui au niveau de la production est déjà en place chez Opel dans les années 20. À la fin des années 20, Opel détient 37% et demi du marché automobile allemand, c'est énorme. Les 8000 employés permettent une production annuelle de 42 771 voitures. Énorme. Nouveau coup dur en 1929, la Grande Dépression passe par là et contraint les frères Opel à céder 80% de leur part à un groupe que vous connaissez probablement déjà tous, General Motors. En 1930, l'AGM récupère les 20% restants. Opel est donc à présent totalement détenu par le groupe américain. En 1939, nouveau changement de plan encore, un certain Moustachu a besoin de camions, qui seront appelés Opel Blitz, ainsi que d'avions, les fameux JU-88. Ouais, ça sent pas bon, ça sent encore la guerre. Vous avez compris de quel Moustachu je parle. Il a senti qu'il y avait moyen de faire quelque chose avec Opel. Les 60 années suivantes seront plutôt calmes et c'est seulement vers la fin des années 2000 qu'on retrouve des petites difficultés financières, non pas spécialement pour Opel, mais pour General Motors qui souhaite se séparer d'une partie de ses filiales. Mais en novembre 2009, soit seulement 2 mois après l'accord entre Mania et General Motors, ces derniers se rétractent et décident de garder Opel et Vauxhall au sein de leur groupe. En 2012, une alliance entre General Motors et PSA voit le jour.
Cette alliance se terminera seulement 2 ans après, mais le groupe français reviendra quelques temps plus tard puisque le 6 mars 2017, General Motors vend officiellement Opel et Vauxhall à PSA pour un montant de 1,3 milliard d'euros. L'activité la plus récente concernant la marque Opel et pas forcément ses produits, ce sera donc en janvier 2021. Opel rejoint le groupe Stellantis, fusion des groupes PSA et FCA, et devient donc l'acteur d'un des principaux groupes automobiles, en tout cas européens, actuellement sur le marché. Sur plus d'un siècle d'existence, Opel a marqué les esprits par plusieurs modèles et certains d'entre eux ont une histoire assez sympathique. C'est le cas de l'Astra, qui non seulement a une carrière assez longue, mais qui en plus a changé de nom au fur et à mesure de l'histoire. C'est ce qu'on va voir dans un petit instant. Si l'appellation Astra est apparue pour la première fois en 1991, les plus observateurs auront remarqué que le châssis est codé Astra F. Pourquoi F et pas A ou 1? Eh bien tout simplement parce que l'Astra a pris la suite d'un autre modèle mythique de la marque, la Kadett, qui elle est beaucoup plus ancienne, et on va donc remonter également sur l'historique de la Kadett avant de s'intéresser aux Astra plus récentes. Pour trouver les premières traces de l'Opel Kadett, nous devons remonter en 1937, juste avant la guerre, pour le premier modèle portant ce nom. La Kadett tout court, pas encore question de Kadett A à l'époque, sera une berline disponible en plusieurs carrosseries, en plusieurs finitions, équipée d'un petit 1074 cm3 d'une puissance totale de 23 chevaux, et elle succédait aux Opel 1.2 litres et 1.3 litres, ja, expliqué allemand very français. Ils parviendront tout de même à en vendre 106 608 unités avant la guerre en 1940. L'occupation de l'Allemagne à partir de 1945 par, entre autres, l'armée rouge permettra aux Russes de récupérer les plans de montage ainsi que les outils de fabrication de la voiture pour lancer la première Moskvitch, la 400-420, qui ajoutera 240 000 exemplaires de produits, alors que du côté de la France, on aura également une réplique très inspirée de l'Opel Kadett qui sera produite par Renault, la Juva 4. Je vous ai compris! Ceci dit, je pense que lorsque l'on parle d'Opel Kadett, celles qui viennent à l'esprit sont plutôt celles des années 60 et 70, éventuellement 80 pour les plus jeunes, et donc on va revenir maintenant sur les Kadett dites modernes, dont la première mouture, la Kadett A, sortira en 1962. Il s'agit toujours d'une berline compacte, de porte, toujours équipée d'un 1000 cm3, mais pas celui d'avant-guerre, on est cette fois sur un 993 cm3, qui, selon les millésimes et les versions, produira entre 40 et 48 chevaux, transmis au roue arrière par l'intermédiaire d'une boîte 4. Un break caravane et une version luxe, la Kadett L, rejoindront la berline. 3 ans après seulement, en 1965, elle sera remplacée par la Kadett B. Rivale de la coccinelle de Volkswagen, plusieurs variantes de carrosserie seront là encore proposées et elles seront nombreuses. Berline, break ou fastback, chacune en 2 ou 4 portes, coupé, standard ou carrossé par Cayman, ainsi qu'une version rallye. Niveau mécanique, là encore ce sera assez varié en allant du petit 993 cm3 de la Kadett A jusqu'au 1897 cm3 de 105 chevaux. La Kadett la plus connue et la plus reconnue arrivera en 1973, la Kadett C, la troisième génération de Kadett moderne, connue grâce à ses participations en championnat du monde des rallyes et connue grâce à ses apparitions dans plusieurs jeux vidéo, dont la série des Dirt Rally, une voiture que j'aime beaucoup. Le modèle est assez proche de la Kadett B, elle est rajeunie, modernisée, quelques plastiques apparaissent par-ci par-là pour remplacer certains chromes, mais je la trouve personnellement vraiment super belle. Des voitures qui en plus étaient bien construites, Deutsche Qualität, et qui ont plutôt bien vieilli dans le temps. Du côté des moteurs, il y a un peu moins de choix que sur la Kadett B, et un nouveau haut de gamme performance entre guillemets est proposé, un 1979 cm3 de 115 chevaux, disponible en boîte 5, qui servira donc de base aux versions GTE de rallye. C'est à cette époque que les modèles Opel commencent à être récupérés par d'autres marques de General Motors. C'est ainsi que la Kadett C est connue sous les appellations Isuzu Gemini en Asie et en Australie, Daewoo Maxi en Corée du Sud, Vauxhall Chevette du côté des Britanniques, et comme pour la Kadett B, de nombreuses carrosseries seront proposées, berline 2 et 4 portes, break 3 portes, ma préférée le coupé, vous l'aurez compris, et enfin une très rare version Targa. Une version plus compacte, la Kadett City, sera également proposée, elle sera 20 cm plus courte que la Kadett standard, et elle donnera naissance plus récemment à une voiture également mythique et toujours au catalogue chez Opel, la Corsa. La révolution arrivera en 1979 avec la Kadett D, non pas pour diesel mais pour 4e génération. Ça devient la première traction de la marque, c'est aussi la première à s'appeler Astra,
Pas partout, mais uniquement sous bannière Vauxhall sur le marché britannique. Développé initialement en 4 variantes de carrosserie, 2, 3, 4 et 5 portes, les versions 2 et 4 portes seront assez rapidement abandonnées pour ne laisser place qu'aux 3 et 5 portes qui seront les plus vendues. On retrouvera également l'une des nouveautés techniques sur ce modèle puisque certains blocs seront équipés de culasses en aluminium. Nous retrouverons toujours une version GTE équipée d'un 1800 de 115 chevaux et pour la première fois une version diesel équipée d'un moteur 1,6 litre. En 1984, la dernière Kadett arrivera sur le marché. Sa forme en bulle particulière sera un atout aérodynamique. En effet, cette génération aura un CX compris entre 0,32 et 0,35, alors que la version sportive GSI arrivera à un score de CX de 0,30, soit celui d'une Porsche 911. Rien que ça. Cette Kadett E sera la première à décrocher le titre de voiture de l'année européenne en 1985. C'est également à ce millésime que les versions berline 3 et 5 portes ainsi que le break seront rejoints par une berline 4 portes, un cabriolet et un utilitaire nommé Combo. En 1987, un nouveau cabriolet est présenté, dessiné par Bertone. Elle sera vendue aux États-Unis sous le nom de Pontiac Le Mans, Chevrolet Kadett et Chevrolet Ipanema. Ils ont fait des noms pas toujours évidents. Daewoo Le Mans, puis Nexia et Nexia 2. Daewoo Racer, puis la Cielo ainsi que la Pointer. Et enfin la Daewoo Fantasy. On aura également droit au Asuna SE et GT, à la Passport Optima ainsi qu'à l'Isuzu Optima. Dernier modèle d'export qui sera vendu sous le nom d'Opel Kadett GSI Superboss, probablement la voiture la plus dingue proposée sur cette génération, réservée au marché sud-africain et développée pour l'homologation de la voiture dans les compétitions européennes. L'idée était de concurrencer la BMW 325i et dans ce cadre, le 2 litres injection a été sensiblement modifié avec des arbres à cam plus agressifs, un collecteur d'échappement et d'admission amélioré, un échappement libre, un tube droit qui va du collecteur jusqu'au cul de la bagnole, au calme, des suspensions Irmscher, un différentiel à glissement limité, des jantes spécifiques et une reprogrammation. Validée donc par le constructeur. Et vu que c'est validé par le constructeur, ce modèle est street légal. Ça rigole plus, hein. Ils avaient de la chance dans les années 80 quand même. Hein. Initialement limité aux 500 exemplaires obligatoires pour l'homologation en Groupe N, la demande fut tellement forte que la production fut un peu prolongée par Opel sur le marché sud-africain. Je ne pense pas avoir la chance de tester cette voiture un jour, mais si quelqu'un a fait venir ce modèle d'Afrique du Sud, je serais curieux d'en voir une quand même, hein. C'est d'envoyer le pâté. Retour en Europe en 1991 avec celle qui sera donc la première Opel Astra vendue sous ce nom-là à peu près partout. Certains pays continueront de l'appeler Kadett encore sur cette génération, et parmi ces pays, assez étrangement, l'Afrique du Sud. Ah, je pense que la génération précédente, elle a marqué les esprits qui se sont dit on va pas changer de nom tout de suite quand même. Cette première Astra sera donc codée Astra F, pour signifier qu'il s'agit de la 6e génération de quelque chose qui a changé de nom. S'ils avaient continué de l'appeler Kadett, peut-être qu'elle aurait battu la Golf au niveau des voitures les plus vendues sous la même appellation. Pour cette première Astra globale vendue sous les badges Opel, Vauxhall, Holden et Chevrolet, mais toujours Astra, le style se modernise, elle rentre un peu dans le rang par rapport à la génération précédente, même si les versions GSI restent au catalogue. En 1998, l'Astra G arrive chez nous. L'Astra F restera néanmoins encore au catalogue de certains pays, tout comme la dernière Kadett mondiale. L'Astra G reviendra sous une forme de bulle en version 3 et 5 portes. Un break sera toujours au catalogue alors qu'un cabriolet rejoindra la gamme un peu plus tard. Deux autres variantes qui attirent mon attention ici, le monospace Opel Zafira, ainsi que, à partir de l'an 2000, un superbe coupé dessiné par Bertone, qui est probablement pour moi le plus beau modèle de cette génération d'Astra. Après les gammes GTE puis GSI, c'est un nouveau badge sportif qui fera son apparition sur cette génération d'Astra, la dénomination OPC que l'on connaît toujours aujourd'hui pour Opel Performance Center. Dans un premier temps, ce sera une série limitée à 3000 exemplaires de l'Astra qui sera proposée sous ce badge. Elle était équipée d'un kit carrosserie un peu plus sportif, d'un aileron arrière spécifique, de rétro type M3. Oui, les rétro BMW ont été très à la mode à une époque. C'est normal. Je fais du tuning. Ainsi que de belles jantes 17 pouces. Les pneus et les freins récupèrent les centimètres que les suspensions perdent en garde au sol, alors qu'à l'intérieur, on retrouve des sièges Recaro type baquet, des fonds de compteurs blancs, J'ai les sièges baquets, j'ai le fond des compteurs blancs. ainsi que du bleu, signature du badge OPC,
qui habille les ceintures de sécurité ainsi que le cache-bougie sous le capot. 3 teintes seront au catalogue, le noir, le gris et le fameux bleu Bermude spécifique à la gamme OPC. Sous le cache-bougie bleu, un moteur 2 litres Ecotec qui sortira 160 chevaux dans un premier temps pour un 0 à 100 en 8 secondes 2, un kilomètre départ arrêté en 29 secondes 5 et une Vmax de 218 km/h. La seconde phase de l'Astra OPC arrivera en 2003, soit 2 ans après la fin de production de la première série, toujours sur base de cette Astra 3 portes, mais aussi en break. Un nouveau kit sera proposé, les jantes Snowflakes, et ce seront les principales nouveautés visibles. Le plus important, c'est ce qui se passe sous le capot. Le Z20 LET, un 2 litres turbo, offre 200 chevaux. Pour les pères de familles nombreuses pour lesquelles l'Astra OPC Break n'est pas suffisamment grande, le badge sera également proposé sur un autre modèle, vous l'aurez compris peut-être, le Zafira. Et oui, le monospace le plus sportif produit au monde à ma connaissance. Espace F1, ça compte pas vraiment quand même. Même traitement que pour l'Astra, des sièges Recaro non rabattables à l'avant, parce que pourquoi faire, un kit sportif au niveau de l'aérodynamisme du véhicule et le 2 litres turbo de 200 chevaux seront au rendez-vous. Ça ne laisse pas indifférent. Et ça donnerait presque envie de l'acheter. En vrai, moi je trouve qu'il a un bon look ce Zafira. Cette génération de l'Astra sera aussi probablement celle qui sera la plus engagée en compétition puisqu'on la trouvera un peu partout. Super Tourisme, en DTM, en WRC dans la catégorie Kit Car 2 litres, aux 24 heures du Nürburgring sur piste. Elle était véritablement partout à cette époque et toutes ces versions de compétition auront inspiré un petit délire aux ingénieurs d'Opel et ils se sont dit tiens, pourquoi ne pas proposer cette Opel Astra V8 coupé alignée en DTM ou en Nürburgring dans une version civile. C'est ainsi qu'en 2001, au Salon de Genève, l'Astra OPC Extreme sera présentée au public. Sous le capot, un V8 d'origine Cadillac, 4 arbres à cam en tête, 444 chevaux, vivre en groupe avec General Motors à l'époque, ça aide beaucoup forcément, mais aussi une boîte séquentielle à 6 vitesses et une Vmax estimée à 300 km/h. Le tout street légal, j'ai envie de dire, nous aussi. Wir leben Autos. Malheureusement, et malgré des commandes préalablement reçues sur ce salon de Genève, l'Astra G Extreme ne sera jamais produite. C'est dommage, imaginez ça dans la rue, ça devrait être fun. Retour à la réalité avec, en 2004, la nouvelle génération qui fait son approche. Cette nouvelle génération, codée Astra H, sera dans un premier temps plutôt calme. En termes de gabarit et de ligne générale, on se rapproche de la concurrente directe de l'époque, la Golf. Dans un premier temps, on trouvera que les carrosseries 5 portes et break, mais en 2005, un coupé fait son retour, plus exactement l'Astra GTC, une déclinaison 3 portes plus dynamique de l'Astra standard, un peu à la façon d'une autre concurrente, la Volkswagen Scirocco, qui finalement n'est qu'une Golf avec un aspect plus sportif. Sur les finitions hautes, Opel profitera de cette Astra GTC pour proposer le pare-brise panoramique, mais surtout Opel proposera à partir de 2005 le retour du badge OPC avec 240 chevaux sous le capot, nouvelle déclinaison de carrosserie en 2006 avec le Cabrio Astra Twin Top à toit rigide escamotable, et en 2008, soit un an avant le changement de millésime, l'Opel Astra passe un cap, celui du million d'exemplaires vendus, depuis 1991. Et ouais, ça ne compte pas toutes les cadettes qu'il y a eu avant. Autant dire qu'il y a quand même un paquet d'Astra et de cadettes en circulation depuis les débuts d'Opel. En 2009, donc, l'Astra H est remplacée par la nouvelle génération d'Astra, celle de notre test drive, qui s'appelle Astra J et non pas I. Alors pourquoi il n'y a pas eu d'Astra I? J'en sais rien, peut-être qu'ils ont eu peur qu'on prenne ça pour un chiffre romain et qu'on considère que c'est un 1, ou peut-être que juste il n'y a pas la lettre I dans l'alphabet allemand. Deutsche Qualität. C'est une allemande. Comme l'Astra H, elle sera uniquement produite en Pologne dans l'usine de Gliwice. Désolé pour la prononciation probablement dégueulasse à tous les Polonais qui regardent cette vidéo. Avec là encore un petit ajout technologique en option sur certaines versions. Les suspensions adaptatives Flex Ride avec 3 modes de conduite, sport, normal ou tour, permettant d'ajuster les paramètres de la suspension en fonction du type de conduite que l'on souhaite adopter. Il faudra attendre 2012 pour voir le retour de 2 badges appréciés, GTC, la carrosserie 3 portes, et surtout OPC, la variante sportive. Cette dernière monte à 280 chevaux, et si l'Astra GTC vise toujours le Scirocco, l'Astra GTC OPC, elle, vise une autre rivale de la catégorie, française celle-ci, la Mégane 3 RS. À l'époque, la française est la reine du Nürburgring dans la catégorie des tractions, et pour s'assurer de pouvoir rivaliser avec la Mégane, eh bien cette Astra GTC OPC sera développée directement sur la Northlife. En 2015, l'Astra K chasse l'Astra J du catalogue. Elle sera élue voiture de l'année européenne en 2016.
2 carrosseries seulement seront disponibles sur cette génération, la 5 portes et le break. Plus compacte que la génération précédente, elle sera néanmoins plus habitable, et en tant que porte-drapeau de la marque, c'est elle qui pourra inaugurer le système multimédia IntelliLink qui embarquera nativement l'Apple CarPlay et Android Auto. En 2019, c'est également elle qui recevra la boîte automatique à 9 rapports. Aujourd'hui, pour la 11e génération d'Astra et Kadett, codée L, la production est de retour à Rüsselsheim en Allemagne. Techniquement, elle sera basée sur la plateforme EMP2 V3 du groupe PSA. Il s'agit de la plateforme de la DS4 et de la 308, chacune de 2e génération. Il est à noter d'ailleurs que les cousines françaises sont également construites en Allemagne sur les chaînes d'Opel. Sous le capot, sans surprise, effet de groupe Stellantis oblige, on retrouve les moteurs de chez Peugeot. Le design est très élégant, j'ai pas encore eu l'occasion de la voir en vrai, Covid oblige, mais la voiture est, je trouve, très élégante, très joliment dessinée. C'est un Français d'ailleurs qui est à l'initiative de ce design. Et franchement, elle est plus Golf que la Golf, donc là sur le coup, si elle fait pas des chiffres aussi bons que la nouvelle Golf 8, je comprends pas. Actuellement, pas de version 3 portes au catalogue, ce type de carrosserie se perd de plus en plus chez les constructeurs, même sur les versions sportives, donc à mon avis, on va devoir se contenter de cette version 5 portes, mais en tout cas, l'avenir de l'Astra, si elle continue sur la lancée stylistique actuelle Opel et le penchant britannique Vauxhall, ont de beaux jours devant eux, et franchement, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode des anecdotes du paddock. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres épisodes de cette série ainsi que de test drive. Pour ne pas rater ces épisodes, je vous invite bien sûr à vous abonner et à activer la cloche. Et puis d'ici le prochain épisode, vous pouvez également soutenir la chaîne en faisant un petit don sur Utip ou éventuellement en cliquant sur le bouton rejoindre. D'ici les prochaines vidéos, portez-vous bien. Ciao.